C'est un constat qu'on a fait à l'UGAP il y a plusieurs années, en se disant que nous étions les territoires assis sur un matelas, un matelas de données, mais que cette donnée n'était pas mise suffisamment à profit et utilisée pour accélérer les transitions, qu'elles soient environnementales, de mobilité. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette offre territoire de demain, parce qu'un peu à l'image d'une entreprise qui valorise la donnée comme un actif, on souhaitait que les collectivités territoriales, les organismes publics en général, puissent exploiter de manière beaucoup plus décisive les données à leur disposition dans la consommation des services publics pour en faire un outil d'efficience et de transformation de l'action publique et d'accélération des transitions environnementales. Donc, territoire de demain, pour être très rapide, mais on va rentrer dans le détail, c'est une offre globale construite autour de cas d'usage qui correspondent à la réalité de l'action publique territoriale. C'est aujourd'hui une soixantaine de cas d'usage, mais dans une logique un peu incrémentale qu'on va enrichir au fur et à mesure de l'exécution de ce marché. Et un marché qu'on opère avec des partenaires à la fois numériques et industriels de qualité, dans le cadre d'une alliance stratégique. Laurent représente Capgemini, mais nous travaillons aussi avec Suez, donc que tout le monde connaît, avec SCC et avec deux organismes qui jouent un peu le rôle de tiers de confiance dans l'exécution des opérations, qui sont le CEREMA et l'APAV. Donc vraiment une proposition de valeur qui est un peu nouvelle pour l'UGAP, qui est très très ambitieuse et qui a vraiment pour ambition de faire en sorte que la data, la donnée publique devienne un actif stratégique pour les collectivités territoriales. On ne va pas la valoriser sur le marché, mais on va la mettre au service de l'efficacité des politiques publiques. Alors, ma première question, Jérôme, c'est aujourd'hui, quels sont les défis que doivent relever les territoires dans un monde en pleine mutation? Premier point, les défis. Et deuxième point, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés et sur lesquels, justement, TD2 doit apporter des réponses. S'il y avait Véronique Sanson, c'est parfait. C'est Juliette Armanet. Ah, c'est encore mieux, je valide. Les défis des collectivités territoriales. Premier élément, aujourd'hui, les citoyens, quand on les enquête, on les interroge dans les enquêtes de confiance, font confiance au territoire, et plus vous montez dans la hiérarchie des pouvoirs publics, moins la confiance est là. Ce qui se fait, et c'est un fonctionnaire de l'État qui vous le dit, tout ce qui se fait de décisif aujourd'hui pour l'action publique et pour les citoyens se fait au cœur des territoires. Et c'est pour ça que les collectivités territoriales sont pour le coup en première ligne sur la mise en place de ces transitions. Un schéma de mobilité, il se fait à l'échelle d'une intercommunalité. Ça ne se fait pas à l'échelle d'une région ou à l'échelle d'un pays. Et donc, les collectivités territoriales sont en tout cas les actrices, les acteurs, moteurs de la mise en place de ces transitions, et notamment en utilisant cette donnée qui existe, mais qui est aujourd'hui silotée, segmentée, sédimentée et pas suffisamment exploitée. Donc, on attend beaucoup de choses, les citoyens attendent beaucoup de choses des collectivités territoriales. L'ambition est là, mais est-ce qu'on a les moyens d'atteindre cette ambition ? Et les défis ou les difficultés, comme tu les évoques, Alice, elles sont nombreuses. En tout cas, le constat qu'on fait à l'UGAP, c'est que, et c'est aussi le fruit de nombreux échanges avec les territoires, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire national, on a des échanges au quotidien avec les acteurs de l'action publique, que ce soit des élus ou des agents de la fonction publique territoriale, des DGS, des DSI. Premier élément, un déficit d'ingénierie. C'est des opérations complexes qui nécessitent de la compétence, à la fois numérique, technique, métier. Et aujourd'hui, les territoires ont beaucoup d'ambition, il y a beaucoup d'attendus, d'exigences des citoyens, mais quand on met en face les équipes, il y a un déficit d'ingénierie. Et ça, ce déficit d'ingénierie, la proposition de valeur de territoire de demain, elle a vocation à le combler en partie, même si on fera ça, ces dossiers, on les fera avec les décideurs, avec les élus, avec les agents publics, mais en tout cas, on apporte le savoir-faire de cette alliance qui combine une hybridation de compétences numériques et de compétences techniques. Déficit d'ingénierie.
Déficit de moyens financiers. Ce matin, sur la conférence introductive, on évoquait la contrainte budgétaire dans laquelle se trouvent les acteurs publics et plus particulièrement les territoires. Donc il faut toujours faire plus avec moins. Alors ça, c'est un vrai enjeu. Je crois que toutes les personnes qui sont dans cette salle en ont bien conscience. Les élus s'en rendent de plus en plus compte. Ça veut dire que les contraintes budgétaires sont essentielles. Voilà, donc pourquoi l'UGAP met en place un marché tel que celui-ci ? C'est précisément pour que, en adressant avec des partenaires comme ceux que je viens d'évoquer tout à l'heure, c'est de vous donner aussi de la compétitivité économique dans cette proposition de valeur, que vous puissiez déployer les projets attendus par les administrés, par les citoyens, mais dans des conditions et dans des budgets qui soient raisonnables. Et c'est aussi la raison pour laquelle, on y reviendra, on a une offre qui se veut résolument pragmatique et qui permet de commencer à déployer des solutions numériques de la Smart Cities sans pour autant démarrer un projet avec une délégation de... Ça, c'est moi, par contre, tu vois. C'est une répétition, il faut que je branche le mien aussi ou pas? Voilà, et c'est pas Juliette Armanet. Hein, mais ça me rappelle des choses sympathiques. Mon passé de militant pendant mes études, ça me rajeunit. Donc, déficit d'ingénierie, très clair. Ça me semble... Voilà, déficit d'ingénierie, difficulté de moyens, de ressources pour atteindre ces objectifs, ces attendus des citoyens, qui sont... voilà, quand vous êtes... on dit souvent que l'élu est à portée de baffe. Il est aussi à portée de baffe pour tout ce qui concerne la gestion de l'espace urbain, la propreté, les circulations, les places de parking. Et donc, ce déficit de moyens, on essaye d'y répondre avec une offre qui s'appuie sur des propositions compétitives. Et le dernier élément, c'est sans doute le plus gros défi. Oui. C'est que les territoires ont beaucoup de choses à faire, elles ont peu de temps pour le faire. La transition n'attendra pas 30 ans. C'est aujourd'hui qu'il faut faire ces transitions, qu'il faut avoir des mobilités durables, qu'il faut travailler sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Et donc, le modèle de l'UGAP, vous connaissez tous l'UGAP, centrale d'achat, mise à disposition de marché. Donc, les territoires qui ont des projets peuvent mobiliser directement une proposition de valeur sans avoir à lancer leur propre procédure. Et en plus, comme c'est une proposition de valeur globale, ça vous évite de lancer un marché de conseil, un marché pour avoir des serveurs, un marché pour avoir des objets connectés. Nous approchons dans une logique d'intégration tout ça. Donc voilà, territoire de demain, ça répond à ça. Le déficit d'ingénierie, l'optimisation des moyens et le ROI de ces projets, puisqu'on garantira le ROI de ces projets en termes de retour financier et en termes d'externalité positive. Et dernier élément, déficit, ça comble aussi le déficit, ce qui nous manque le plus pour un élu, c'est-à-dire la ressource la plus rare, c'est-à-dire le temps. Territoire de demain, ça vous permet d'aller vite dans l'implémentation de vos projets. Alors, on vient de voir ce qu'est Territoire de demain, les défis et les difficultés par lesquelles Territoire de demain peut vous apporter des solutions. Et au cœur de ces solutions, il y a un mot-clé qui est le mot innovation. Et là, je me tourne vers toi, Laurent. En quoi ce nouveau marché est-il innovant et comment peut-il répondre aux besoins des personnes présentes ici aujourd'hui? Disons que pour moi, les 4 éléments clés de l'innovation sur le marché, au-delà des solutions qui sont apportées au catalogue, c'est déjà la structure contractuelle, le modèle d'achat qui est proposé avec une vision bout en bout, comme le disait Jérôme. C'est-à-dire que l'intégrateur global va coordonner, va organiser toute la chaîne de valeur de ce type de solution, de la fourniture du capteur, son paramétrage, son installation, la connectique qui va bien, les plateformes, l'exploitation et la maintenance. Voilà, mais on va y revenir, je pense, en détail un peu plus tard. Donc déjà, ça c'est quelque chose effectivement qui va simplifier la vie de la collectivité. Quand vous allez vous lancer dans un projet effectivement de Smart City, vous avez un interlocuteur unique sur lequel vous allez vous appuyer et qui va organiser, gérer toute la complexité effectivement sous-jacente de ce type de projet. Le deuxième élément, c'est comme je le disais, c'est le caractère innovant des solutions.
Quand on déploie une caméra intelligente embarquée dans des véhicules qui va aller détecter des dépôts d'immondices, des dépôts sauvages d'immondices au bord des routes, je considère qu'on est sur un projet par nature innovant. Le troisième élément, c'est l'agilité. Je pense que Jérôme en a parlé très rapidement. L'agilité et l'évolutivité du marché. On est fondamentalement sur une offre qui doit s'enrichir, qui va s'enrichir, parce qu'on voit apparaître tous les jours de nouveaux capteurs, de nouvelles solutions, de nouveaux modèles d'IA. Et effectivement, si ces solutions-là sont utiles pour la transition des territoires, on se doit de les intégrer, en tout cas de réfléchir à l'intégration et à la mise à disposition de ces solutions au travers de ce marché. Et le dernier élément, mais on y reviendra un peu, de manière un peu plus profonde un peu plus tard, c'est justement cette combinaison entre le rôle de l'intégrateur global et de l'expert indépendant, qui est vraiment le tiers de confiance qu'on met à disposition des collectivités, qui va vraiment l'accompagner de la phase amont jusqu'à l'exécution, pendant toute l'exécution du marché. Pour moi, c'est les quatre éléments piliers de l'innovation. Alors au-delà des solutions, on reviendra dans le détail, mais vraiment les quatre éléments fondamentaux qui, pour moi, font de ce marché quelque chose de, une pièce un peu unique, on va dire, pour le moment. Voilà. Ouais, juste pour rebondir, hein, j'insiste, je laisse l'innovation technologique à Laurent, c'est son métier. Moi, mon métier, c'est l'achat. C'est un marché qui est très innovant dans sa technique d'achat. Parce que cette approche globale de vente de solutions, ce n'est pas forcément quelque chose qui est coutumieux de l'acheteur public qui va acheter à la fois des services et des produits et des services et des logiciels. Et après, les directions métiers, les DSI doivent mettre tout ça en coordination. Là, ce travail de coordination, de mise en transversalité et de plugging ou d'implémentation de la solution, c'est nous qui le portons à travers un seul support. Alors, maintenant qu'on a commencé à voir ce que c'est, à quel défi cela correspond, à quelle difficulté cela peut répondre, on commence à aborder le sujet des solutions, l'aspect innovant. J'aimerais qu'on voit avec toi, s'il te plaît, un autre aspect du territoire de demain, qui est une solution, une réponse apportée non pas que aux élus, mais à un spectre beaucoup plus large, à savoir les citoyens, les agents, les administrés, donc tout un écosystème au sens large, ce qui jusqu'à présent n'était pas tout à fait le cas. Oui, clairement, on parle territoire de demain, on pense de manière un peu spontanée aux administrés, aux usagers des services publics. Territoire de demain, un certain nombre de cas d'usage correspondent aussi à des besoins qui correspondent à la collectivité que constituent les agents de la fonction publique territoriale. Quand on travaille sur la qualité des bâtis, on travaille sur l'efficacité énergétique des bâtiments publics, c'est aussi un retour d'investissement pour les agents. Ce que je peux dire, c'est que, premier élément, cette offre, on ne l'a pas pensée tout seul, on l'a co-prescrite avec des acteurs du terrain. Parce que c'était bien pour ça, pour embarquer toutes les parties prenantes. On a travaillé avec le syndicat national des directeurs de collectivités territoriales, le SNDGCT, avec la ATF, avec les associations d'élus, parce qu'on voulait précisément à pas avoir de trou dans la raquette et pas penser à un truc un peu hors sol, un peu artificiel qui ne corresponde pas à la réalité de l'action publique territoriale. Deuxième élément, effectivement, le cœur du sujet, c'est les utilisateurs des services publics, les consommateurs de services publics. C'est pas un gros mot, c'est pas un gros mot. Nouvelle génération de citoyens, volonté d'accéder à des services publics en temps réel, quelles que soient les plages horaires. C'est quelqu'un qui vient de l'administration fiscale qui le dit. On a fait il y a 20 ans impôts.gouv.fr parce qu'on savait bien que ça correspondait. Et dans les territoires, aujourd'hui, c'est le cas. En sortie de crise Covid, le rapport au service public a changé. Les citoyens attendent beaucoup toujours des services publics disponibles, des services publics accessibles, des services publics ouverts. Et donc, et efficace, évidemment, mais ça va de soi. Et ben pour ça, effectivement, alors, avant, on parlait de téléservices, de dématérialisation. Il faut que nous proposions aussi des solutions qui soient accessibles. C'est la vocation des territoires de demain, mais qui évite aussi, on en parlait ce matin avec monsieur le député, la fracture numérique, hein, ou les phénomènes d'électrodisme. Hein. Donc il y a cette dimension-là aussi. Territoire de demain travaille au plus près du terrain, au plus près des besoins, des parties prenantes, que ce soit les acteurs de l'action publique territoriale ou que ce soit les bénéficiaires de ces services publics.
data, bien la stratégie autour de la data est essentielle. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Effectivement, le cœur de la valeur d'un projet de territoire intelligent, c'est le patrimoine de données qui est collecté, qui se constitue au fil de l'eau par la remontée justement des informations de terrain envoyées par ces capteurs et ces équipements connectés. L'élément, il faut avoir en tête que chaque effectivement cas d'usage, on a parlé de cas d'usage, donc c'est les différentes typologies de solutions qu'on va proposer au niveau du marché, viennent systématiquement avec une plateforme de données, une forme de supervision. C'est des plateformes IoT qui effectivement vont porter toutes les fonctionnalités de pilotage, de gestion, de monitoring des équipements qui sont déployés sur le territoire. Et ces plateformes-là vont collecter l'ensemble des données remontées par ces capteurs pour pouvoir faire tout simplement de l'analyse à chaud. C'est déclencher des alarmes, identifier des défauts. Et ensuite, effectivement, pouvoir aussi en faire des analyses à froid, c'est-à-dire vraiment travailler sur l'identification de phénomènes, des analyses de tendance et faire jusqu'à de la simulation pour arriver à prédire, anticiper des comportements ou des risques futurs. C'est un outil, en tout cas, qui vise à constituer un patrimoine de données qui, effectivement, peut être valorisé de façon stratégique pour aider la collectivité dans ces transitions. Le marché est assez agile à ce niveau-là, puisque nous avons 4 niveaux de plateforme. On va du niveau, je dirais, de base d'une plateforme, on va dire simple, qui va porter des fonctionnalités de gestion unitaire d'un seul type d'équipement, jusqu'à les fameux grands projets, les projets d'hyperviseur urbain, donc vraiment les postes de commande centralisés, les fameux niveaux 4 au niveau du marché, où là, on va avoir une capacité à monitorer, piloter tous les équipements déployés sur un territoire, de centraliser la donnée, de l'analyser, de pouvoir déclencher des opérations complexes qui vont permettre de gérer des actes métiers complexes avec une succession d'actes techniques qui vont interagir avec toute la constellation d'équipements. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, aussi arriver à faire de la simulation, arriver à faire effectivement de la prédiction de phénomènes. Et ça, en croisant, par exemple, avec des données externes aussi, qui peuvent être des données météo, des données satellitaires et autres. Donc, on apporte quand même des fonctionnalités très avancées pour l'analyse et la maîtrise du territoire. 4 éléments structurants, je pense que c'est un peu les thématiques des 2 jours. C'est l'interopérabilité, l'ouverture des données, toutes les solutions qui sont proposées, parce qu'il y a une certaine diversité dans les solutions, qu'elles soient en mode SaaS, qu'elles soient en mode on-prem. Donc, toutes ces solutions sont interopérables les unes avec les autres. Donc, c'est un respect strict des normes d'interopérabilité, comme on peut avoir du FIWare, NGSI, Co. Les données sont accessibles, pas du tout de coffre-fort, donc elles sont librement accessibles par des API qui permettent à la collectivité de les valoriser, d'en faire en gros ce qu'elle en veut, de maîtriser vraiment ce patrimoine de données. Et puis bien entendu, les notions de résilience de ces plateformes et de souveraineté de ces plateformes sont aussi 2 éléments de paramètres de la plus grande importance sur lesquels effectivement il y a eu, on va dire, un contrôle et une sélection stricte des solutions technologiques. Je peux juste rebondir 2 minutes là-dessus. Je sais que je vais exposer ton compteur, mais quand même. L'interopérabilité, c'est très important pour moi parce que l'UGAP, en tant qu'établissement public, n'a pas vocation à déployer dans les territoires des éléphants blancs, c'est-à-dire des projets qui viennent parce que c'est beau, etc., mais qui créent pas de valeur et surtout qui viennent s'additionner par rapport à des investissements précédents. Ça, l'UGAP, établissement public, ne peut pas se permettre ça, et vous non plus d'ailleurs. Et donc, on va venir, quand on déploiera des solutions de territoire de demain, faire le diagnostic de l'existant en termes d'infrastructures, en termes de données disponibles. Et l'enjeu, ça sera de capitaliser sur l'existant pour proposer des choses qui permettent de mettre à l'échelle des solutions de Smart Cities, parce qu'on vous parle de territoire de demain, mais en définitive, c'est de la Smart Cities dont on vous parle, mais tout ça dans des budgets maîtrisés, avec un ROI garanti. Alors justement, donc ce nouveau marché, le goût de commercialisation, il a eu lieu le 15 janvier. Donc c'est quelque chose qui est très récent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des retours d'expérience à nous partager. Donc Jérôme, Laurent... Comme tu veux. Oui, alors c'est récent, on a mis 5 ans à le sortir, donc si tu veux... Donc,
pour vous donner, on a une quinzaine de projets avec les partenaires Suez, Capgemini principalement. On a une quinzaine de projets aujourd'hui en qualification ou voire en déploiement. Il y a une grosse partie de ces projets. Alors, ils concernent tous des collectivités territoriales pour l'essentiel. On a par la suite quand même quelques projets autour des aéroports. Je sais que vous avez beaucoup travaillé le sujet, les infrastructures publiques, les aéroports, les ports. Sur les collectivités territoriales, la typologie des projets aujourd'hui, il y a une partie significative qui porte autour des sujets de mobilité durable. Gestion des stationnements intelligents, gestion des parkings, donc intermodalité entre les solutions de mobilité douce et les solutions de transport public, dans des logiques un peu mobilité as a service. Donc il y a un gros tiers autour de la mobilité durable. Et puis nous travaillons de plus en plus autour de cas d'usage sur la performance énergétique des bâtiments au sens large, gestion des fluides, gestion de la ressource en eau, qualité de l'air dans les bâtiments, notamment dans le bâti scolaire. Vous savez, c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué pendant le Covid. On l'a un peu oublié maintenant. Il y a des contraintes lourdes qui pèsent sur les gestionnaires de patrimoine public en termes de mise aux normes, d'efficacité. Et donc ça, c'est... Mais pour vous donner le premier projet, pour vous montrer qu'on n'est pas sur des projets à plusieurs millions d'euros de délégation de services publics, un élu de la métropole de Lyon a souhaité mettre en place un système de détection par caméra des dépôts d'ordures sauvages dans la commune et la périphérie de la commune. Et ça, c'est quelque chose qu'on a monté en 3 semaines et ça s'est mis en place assez rapidement. C'est un tout petit projet, mais il avait une ambition quand même d'améliorer un petit peu l'expérience usagée, je dirais, des habitants de la commune et la qualité de vie. Et il voulait le faire rapidement et c'est un système qui permet notamment d'alerter les agents de la voirie dès qu'il y a un dépôt d'ordures sauvages. C'est pouvoir d'anticiper et de prévenir et d'éviter que des encombrants restent 3 semaines sur un trottoir. Et bien ça, on l'a fait rapidement. Donc vous voyez, la panel, tu peux compléter peut-être parce que tu as d'autres sujets, je pense notamment aux IRVE. Oui, c'est ça. Effectivement, ça revient un peu dans la thématique des mobilités durables. C'est qu'effectivement, on sent que la partie verdissement des flottes et déploiement des bornes de recharge électriques et avec des systèmes intelligents, des détections typiquement de véhicules ventouses, tout ça sont des thématiques effectivement qui ressortent, on va dire, de ces 2 premiers mois, on va dire, de commercialisation. Après, oui, exactement. Après, il y a exactement. Puis il y a toute une thématique aussi sur la gestion du risque, aussi avec prévention, détection de feux de forêt, des thématiques aussi de la simulation. On commence à avoir les premiers sujets de jumeaux numériques qui vont permettre effectivement de modéliser des quartiers, voire des métropoles, et notamment travailler, réfléchir, identifier des problématiques d'apparition d'îlots de chaleur ou comment les traiter en tout cas. Donc ça, c'est des thématiques qui commencent à apparaître. Alors, peut-être encore un peu trop tôt pour tirer de vraies tendances. Mais en tout cas, on voit vraiment un intérêt du marché sur ce projet et des sujets concrets arriver tous les jours. Une 60aine de cas d'usage, mais 4 blocs, 4 verticales, mobilité durable, efficacité énergétique des bâtiments, transition environnementale, anticipation et gestion des risques naturels, incendie de forêt, submersion, etc. Thématique transversale, parce qu'on doit outiller les territoires, c'est la question de la gouvernance de la donnée, qui est quand même un peu l'infrastructure, le sous-jacent de tous ces projets. Comment les territoires montent en maturité et en professionnalisme dans la gouvernance de la donnée. C'est ça, c'est de ça. Comme on approche de la fin de cette prise de parole, on a dit tout à l'heure effectivement que Territoire de demain, c'est aussi une nouveauté. On a parlé d'aspect innovation. C'est une nouveauté aussi dans la forme, puisque c'est un groupement. Il y a d'une part l'UGAP, et puis il y a d'autre part les membres du groupement qui sont Suez, SCC, Capgemini, Cerema APAV, 3 intégrateurs, 2 experts. Ce mode de fonctionnement, qu'est-ce que tu peux nous dire, Laurent, sur cette complémentarité de l'expertise ? Comme tu le dis, c'est vraiment 3 acteurs très complémentaires. Donc chacun apporte une expertise justement complémentaire aux 2 autres. On a Suez, que tout le monde connaît, qui est grand groupe français expert dans la gestion des ressources et de l'environnement. On a SCC qui est un opérateur rompu, on va dire, à ce genre de marché, qui va amener tout un écosystème de partenaires innovants autour de solutions connectées.
Puis effectivement, Capgemini, plutôt sur son expertise d'intégration IT, cybersécurité, mais au-delà de ça, c'est toutes les compétences qu'on a aussi d'ingénierie, parce qu'avec l'intégration notamment des ressources d'Altran, on va pouvoir travailler vraiment sur de la recherche et développement et de l'innovation autour de ces solutions, des solutions d'IoT, d'IA. Et voilà, on porte, nous en tout cas, plutôt cette dynamique-là au niveau du marché. Puis après, on a les deux rôles aussi centraux, ce sont les experts indépendants, donc la PAV et le CEREMA, qui ont un positionnement très intéressant et très complémentaire. C'est-à-dire qu'on travaille en interaction avec eux, mais en totale indépendance, c'est-à-dire qu'ils vont être sollicités directement par les collectivités pour les aider dans leur réflexion, dans le cadrage amont des projets, dans des études techniques préalables, et ensuite accompagner ces collectivités dans tout le cycle de déploiement du projet. Voilà, les conseiller, assurer, garantir, contrôler la qualité de ce qui est produit par l'intégrateur global. En fait, C'est une équipe très solidaire d'ailleurs. Ouais. Solidaire. L'UGAP et les membres du groupement. Avant de laisser la parole à quelques questions, je vais te laisser le mot de la fin, Jérôme. Si je te dis territoire de demain, on dit de demain, mais finalement c'est ici aujourd'hui. Oui, c'est ici, maintenant, tout de suite, et c'est urgent. On a une vraie conviction collective, mais que nous, on a portée depuis 4 ans à l'UGAP, hein, avec Édouard Jossa, avec l'équipe de direction, c'est qu'il fallait qu'on change un peu de braquet à l'UGAP pour accompagner de manière plus décisive les territoires. On vendait des trucs un peu comme des cataloguistes, des logiciels, des véhicules, et on sait aussi, on mesure aussi la complexité de ces projets. Et donc, on a un peu changé d'échelle en proposant des prestations intégrées qui vont de l'étude d'impact jusqu'à la mise en service des exploitations, la maintenance, la maintenabilité, la formation des opérateurs, pour que les territoires puissent, dans des budgets maîtrisés, disposer d'une expertise globale transversale et qui puissent implémenter des projets de rupture en termes de transformation environnementale de manière sécurisée et accélérée. C'est ça qu'on porte et on est tous collectivement convaincus que ça va répondre à un vrai besoin des territoires. À charge pour nous d'en démontrer la pertinence. On travaille beaucoup d'ores et déjà depuis le lancement de ce marché pour convaincre, pour faire de la pédagogie et pour acculturer. Mais ils ne nous ont pas attendu. Hein. Les 2 jours d'échange des interconnectés montrent très bien que la maturité est là. Que la cible est connue, mais que de temps en temps, il y a besoin un peu d'outillage clé en main pour pouvoir mettre en place ces transformations qui sont quand même très lourdes. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on est là. Pour passer le défi, pour passer à l'action. On a 2-3 minutes devant nous. On va déborder un petit peu, hein, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a parmi vous, mesdames, messieurs, des questions, des interventions, des sujets sur lesquels vous voudriez plus d'informations, tout simplement? Est-ce qu'on a été clair? Vous avez été très sage, mais je vais passer le micro. Bonjour, j'ai une question très prosaïque. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes un élu? Ah non, ni élu, non, je suis un cabinet de conseil. C'est très protéiforme ce que vous proposez comme solution. Comment vous le traduisez dans un catalogue de prix concrètement, en fait? Alors, la réponse. On le traduit à travers des unités d'œuvre avec un certain nombre de complexités et qui nous permet de chiffrer un BPU et qui nous permet de faire une proposition aux élus la plus optimisée possible. Alors, l'UGAP, c'est moi qui exécute les marchés de l'UGAP. Donc, c'est à moi de faire la proposition la plus compétitive. Tout est dans le dimensionnement de la prestation en définitive. Hein. En fonction de la complexité, nous allons avoir un certain nombre d'unités d'œuvre et ces unités d'œuvre vont déterminer le prix du produit. Globalement, les prestations de logiciels, de matériel, elles peuvent être achetées sur le catalogue de l'UGAP, mais si le besoin identifié fait que la solution n'est pas sur le catalogue UGAP, le marché permet d'aller chercher à l'extérieur la prestation qui va permettre de réaliser l'ensemble du cycle de projet. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Des UO, par complexité, parce que
Par construction, c'est des prestations de conseil qu'on vend. Hein. Si vous dirigez un cabinet de conseil, vous voyez comment on tarife ce type d'opération. Évidemment, si je vous mentirais que je disais que c'est des entreprises concurrentielles qui font des profits, l'UGAP est un établissement public qui surperforme pas en termes de... Voilà, mon métier en tant qu'agent de service public, c'est de mettre à disposition ces propositions optimisées possibles.